Et j'ai lu 19 livres pendant mes vacances. Et pourtant, ma pile à lire n'est passée que de 74 à 64 livres. Cherchez l'erreur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle update lecture spéciale vacances. Pendant mes 2 semaines en Crète, j'ai vraiment eu beaucoup de temps pour lire et j'en ai profité à fond. Le problème, c'est que je ne m'en suis pas tenue qu'à ma pile à lire. J'ai aussi lu beaucoup d'autres livres qui n'étaient pas prévus et je vais vous en parler. Une petite partie statistique pour commencer. Donc comme je vous le disais, j'ai lu 19 livres. Sur ces 19 livres, il y en avait uniquement 12 qui faisaient officiellement partie de ma pile à lire. Les autres, ça a été des nouvelles découvertes, des nouveaux ajouts, des décisions de dernière minute, un petit peu d'emprunt à la bibliothèque ou sur Nextory. Et ça explique donc pourquoi ma pile à lire n'a pas tant diminué que ça au final. Comme très souvent quand je voyage quelque part, je marche beaucoup et donc j'écoute beaucoup de livres audio et pendant les vacances, ça a été mon format majoritaire puisqu'il y a 10 livres que j'ai lus en audio, contre 7 livres en numérique, merci la liseuse, et 2 seulement format papier, ceux que j'avais pris avec moi. Si on regarde au niveau des genres que j'ai lus, le majoritaire, c'est tout ce qui est crime, thriller, policier, avec 6 livres. C'est vraiment le mood que j'avais, je trouve que c'est des super lectures de plage, des livres qui prennent pas la tête, que tu peux dévorer facilement, rapidement. J'ai aussi un livre d'horreur. C'est mon année de découverte de l'horreur, que voulez-vous. 2 livres historiques, 3 de science-fiction, 4 de fantasy, 2 contemporains et une romance. C'était vraiment les seules petites stats que je voulais voir avec vous parce que j'étais curieuse de savoir. Maintenant, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus et comme à chaque fois, je vous ai demandé sur Instagram quelle forme de classement vous aimeriez que je fasse. Et l'idée que j'ai retenue pour ce coup-ci, c'est de classer selon le nom du personnage. Du coup, je vais commencer avec les noms, on va dire peut-être les plus communs ou qui m'ont moins évoqué de choses, jusqu'aux noms où vraiment je les adore et ils me parlent beaucoup. En premier, on a donc The Geo Magician. Le personnage principal s'appelle Mary, donc Marie qui est un nom quand même assez commun, qui fait pas trop fantasy ni rien. Je pense que oui, c'est un des prénoms quand même classiques. Et celui-là est sorti très récemment en anglais, mais je pense qu'il y a des fortes chances qu'il sorte en français, qu'il soit traduit. On a donc Mary, qui est paléontologue amateur. Elle va vraiment comme faire des fouilles, trouver des fossiles, elle connaît tout sur les dinosaures. Et malheureusement, elle ne peut pas être reconnue officiellement comme géomagicienne parce que elle est une femme. Et dans cet univers-là, la paléontologie est associée à la magie parce qu'en fait, tu peux charger d'énergie magique les fossiles puis les utiliser après pour faire toutes sortes de choses. Donc soigner quelqu'un, construire quelque chose, vraiment il y a beaucoup de trucs possibles. Et un jour, en fait, elle va trouver un œuf de ptérodactyle qui va éclore, ce qui paraît quand même assez hallucinant parce que c'était un œuf fossilisé, mais donc le ptérodactyle va revenir à la vie et ça va entraîner Mary à peut-être essayer de se faire une nouvelle place dans la société, mais aussi à être confrontée à toutes les inégalités sociales que le système de magie actuel par les fossiles et tout apporte. Donc à la fois il y avait le côté elle est une femme qui essaye de se faire une place dans un milieu d'hommes, dans une société qui ne la reconnaît pas, elle vient d'une aussi couche sociale qui n'est pas extrêmement favorisée. Et en même temps, tout ce côté vraiment lutte sociale qui ressortait, auquel je m'attendais pas nécessairement. Petite touche de romance aussi. Et vraiment, ça a été une très bonne surprise. Je trouvais que c'est un livre qui arrivait à sortir un petit peu des schémas attendus peut-être et à proposer de la nouveauté autour de thématiques quand même bien connues. J'aimais bien le personnage de Mary et le côté dinosaure aussi, ça change pas mal. Donc je lui ai mis, il me semble, un 4 ou un 4.25, mais je suis vraiment contente de cette lecture. Et si je me trompe pas, c'est une duologie, donc je lirai la suite avec plaisir. Surtout que la façon dont ça se termine, très intéressant. Le deuxième livre dont je vais vous parler, vous allez voir, ce n'est pas le seul. J'ai eu un peu une phase Frida McFadden parce que justement, je cherchais des lectures faciles et honnêtement, c'est pas les meilleurs livres. En termes d'intrigue, en termes d'écriture, mon Dieu, elle fait tellement de répétitions, j'en pouvais plus. L'intrigue, à force d'en avoir vu plusieurs, je me rends compte qu'il y a des patterns qu'elle suit vraiment beaucoup, mais c'est distrayant. Et honnêtement, c'était tout ce que je voulais pendant les vacances. Mais là, je me suis dit quand même, si j'en lis un de plus qu'elle, ou c'est encore la même chose qui se reproduit, je vais arrêter là. Mais
Voilà, ça m'a juste permis d'écouter un petit livre audio en étant allongée sur mon transat à la plage. C'était très bien. Et donc là, je vous parle en particulier de One by One. Celui-là, je ne pense pas qu'il ait été traduit. Et je l'ai mis en deuxième position parce que le personnage qu'on suit majoritairement s'appelle Claire, qui est encore une fois un prénom assez commun. Et donc, on a 3 couples qui vont pour passer un week-end dans un chalet, une auberge dans la forêt. Mais en cours de route, la voiture tombe en panne et ils vont s'aventurer dans la forêt pour essayer de retrouver leurs traces. Et un par un, ils vont y passer. C'était Frida McFadden typique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je veux pas vous spoiler, mais je l'ai lu très très vite. En troisième, j'ai mis The Blonde Identity de Ali Carter. C'est un livre qui m'intriguait depuis plusieurs années. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je savais pas trop quoi lire à ce moment-là, dans quel mood j'étais, donc petite histoire d'espionnage. Je peux pas vous dire le prénom du personnage parce que c'est un des enjeux du livre, mais on était encore une fois sur un prénom, on va dire, un peu normal, classique. Donc une jeune femme qui se réveille à Paris en plein hiver, amnésique, et qui se rend compte qu'elle est la sœur jumelle d'une espionne qui est recherchée par beaucoup de monde, et donc qui va essayer de survivre à tous ces gens qui veulent la tuer, et elle va être aidée par un autre agent envers qui elle a pas mal d'attirance. Et je m'attendais à accrocher plus honnêtement à l'histoire parce que j'avais adoré un autre livre de l'autrice, une romance Cozy Mystery de Noël qu'elle avait sorti, mais lui je sais pas, je pense vraiment en fait que les livres d'espionnage c'est pas pour moi parce qu'à chaque fois que j'essaye ça le fait pas. Le roman d'horreur que j'ai lu, ensuite How to Survive a Horror Story. J'en avais entendu parler, je pense, sur une chaîne YouTube, donc il m'intriguait, et lui aussi je me suis dit, let's go, je voulais un petit truc addictif. Et en fait, je me suis rendu compte en le commençant que c'était très proche de une histoire qui se finit mal, de Evelyn Clark, qui est sortie récemment et dont je vous ai parlé récemment. Et alors ce livre-là est plus vieux quand même, je voulais pas dire qu'ils étaient copiés ou inspirés ou quoi, mais juste que ça se trouve que c'est 2 concepts très proches, parce que là on suit 7 auteurs d'horreur qui ont été invités à la lecture de testaments d'un très grand auteur du genre, et qui vont se retrouver piégés sur l'île dans une maison un peu monster house, donc une maison qui a une espèce de conscience et qui cherche à les tuer. Donc si vous avez lu une histoire qui finit mal, vous voyez un peu que le prémisse est très similaire et qu'on a aussi cette idée de personnes isolées qui, une après l'autre, vont se faire tuer. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres similitudes assez étranges et sur des choses que j'avais pas aimées. Donc là non plus, j'ai pas été très fan. Et je suis ressortie assez déçue parce que je trouvais que les ficelles qui étaient tirées étaient un petit peu trop grosses et certains éléments de moralité peut-être un petit peu dans le livre me laissaient dubitative. Mais bon, je m'attendais à mieux. J'ai pas encore beaucoup d'expérience dans l'horreur ou quoi, donc s'il y en a parmi vous qui en ont plus et qui en retour à faire sur ce livre, mais j'ai été assez déçue. Et par contre, les prénoms de personnages étaient pas mémorables, c'était genre Mélanie, Scott, voilà. Là aussi on est sur du classique. J'ai ensuite mis un des seuls livres que j'avais pris en papier avec moi, qui est No Matter What de Cara Baston. Donc j'avais lu une autre romance de cette autrice l'été dernier, je vous l'avais vlogué d'ailleurs, et je l'avais beaucoup aimé, donc j'étais très curieuse de découvrir sa nouvelle. Malheureusement, ça l'a moins fait. La bonne chose que je vais dire pour ce livre, c'est que je l'ai lu en une journée à la plage, et ça m'a fait vraiment du bien de faire ça, de lire un livre en une journée comme ça. Là, on est sur une romance un peu second chance, un couple qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, qui les a traumatisés et qui depuis n'arrivent plus du tout à communiquer et sont en train de s'éloigner. Et on va suivre un peu leur cheminement pour se reconnecter. En fait, ce qui m'a énormément frustrée avec cette histoire, parce qu'il y avait quand même un super bon potentiel, je trouvais que le personnage de Rose, un prénom que j'aime beaucoup, était très intéressant, le décor vraiment chouette à New York, dans une maison comme Brimstone, donc des bâtiments assez classiques on va dire de la ville. En principe j'aime toujours les livres qui se passent à New York aussi, me demandez pas pourquoi. J'aimais le décor, l'écriture, mais tout repose sur le fait que les personnages ne communiquent pas. En fait, le mari de Rose, Vin, ne parle pas. Mais même avant ce qui s'est passé, ça a l'air qu'il ne communiquait pas du tout. Et je suis comme, mais comment tu peux être en relation avec quelqu'un pendant plusieurs années, te marier avec une personne qui ne te parle pas?
Comment c'est possible? Et du coup, c'est encore pire après, parce que Rose non plus ne communique pas. Et en fait, tout repose sur le fait qu'ils se disent pas honnêtement qu'est-ce qu'ils ressentent. Et ça, je supporte pas. Et donc, malheureusement, vu que c'était vraiment le gros enjeu du livre, ça a pas mal gâché mon plaisir de lecture. J'étais vraiment triste. Franchement, j'avais beaucoup d'attentes. Après, la façon dont ça parle du stress post-traumatique et tout ça, c'était quand même vraiment bien fait, mais j'ai pas réussi à apprécier autant que j'aurais pu. Ensuite, j'ai mis ma grande victoire, un Terry Pratchett, ça y est, j'en ai enfin lu un en 2026, donc Guard. Je l'ai mis un petit peu au milieu, on va dire, du classement parce que il y a des prénoms plus ou moins classiques de plusieurs personnages, mais ils m'ont pas du tout marqué en fait. Donc même s'il y en a qui varient un petit peu de Marie, Mélanie, tout ça, il y en a aucun qui m'a vraiment frappé non plus. Et donc là on est encore une fois dans les annales du disquement de Terry Pratchett, donc son univers complètement loufoque, mélangé en science-fiction et fantasy. Et là, on a d'un côté une société secrète qui essaye de faire revenir un dragon pour des enjeux politiques, et les gardes de la ville qui font pas grand chose en vrai. Et Terry Pratchett suit souvent un schéma très similaire, ce qui fait, je pense, que je n'aime pas trop enchaîner ces livres, sinon j'ai trop une impression de répétition. C'est que t'as comme deux intrigues qui bougent en parallèle jusqu'à ce que elles se rejoignent. Mais toi, en tant que lecteur, tu vois les liens dès le début. Donc t'as pas non plus cet effet de surprise-là trop. Mais c'est très bien écrit, c'est très drôle, il y a des réflexions hyper intéressantes sur plein de sujets, donc j'ai quand même vraiment passé un bon moment. Ce n'est pas mon préféré de tout ce que j'ai lu, mais je continue, tranquillement, très lentement, à les lire. En termes de prénoms, on arrive à ceux que j'aime bien, que je trouve plutôt beaux, qui restent quand même assez dans la norme, avec Sydney, qui était l'héroïne de The Boyfriend, l'autre Frida McFadden que j'ai lu, où là, on suit une jeune femme qui essaye de dater. Et est-ce qu'elle aussi, elle est à New York ? Peut-être. Donc ça se passe pas super bien, jusqu'au jour où elle rencontre un homme extrêmement séduisant avec qui elle a une étincelle immédiate, une tension sexuelle irrésistible, qui s'appelle Tom ou Thomas, il me semble, c'est pas important. Elle commence à avoir une relation qui s'établit avec lui, mais il y a des choses pas nettes sur ce gars-là. Et en parallèle de ça, il y a une de ses voisines qui est retrouvée morte dans son appartement de façon horrible, et donc il y aurait comme un espèce de tueur en série peut-être qui s'est viré et qui s'en prendrait aux femmes. On joue pas mal là-dessus, je vous en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, et je reste sur ma même impression des Frida McFadden. Ça se lit vite et c'est distrayant. Et c'est tout ce qu'il y a. L'héroïne de The Busybody Book Club s'appelait Nova. Je trouve que c'est très beau aussi, c'est pas très commun peut-être comme nom pour une personne, mais j'aime bien le côté étoile et tout auquel ça fait penser. Et là aussi, on est sur du cozy mystery, vous l'aurez compris, c'était ce que je recherchais, les petites histoires comme ça. C'était une histoire sympa, ça se passe dans un petit village en Cornouailles, mais c'est pas non plus une lecture qui m'a marquée. Donc j'hésite à le garder, j'ai envie de le garder parce que je l'ai acheté dans une librairie à Cambridge qui était spécialisée dans tout ce qui était roman policier, mais je pense que je finirai avec un 3, donc je sais pas trop. Son destin est en suspens. J'ai ensuite mis un livre où il y a 3 héroïnes avec des prénoms que j'aimais beaucoup, qui est Kiss, Marry, Kill. Je l'avais repéré en librairie celui-là, et je pense que je l'avais réservé sur la bibliothèque, et ça se trouve qu'il a été disponible pendant que j'étais en vacances, donc let's go. Et le principe en fait c'est que t'as 3 femmes qui sont les fondatrices d'une application un peu bien-être, santé, self-care, qui fonctionne hyper bien, qui a rencontré beaucoup de succès. Et le soir où elles font une fête de pré-lancement, elles vont jouer au jeu Kiss, Marry, Kill. Donc embrasser, épouser, tuer. Et donc chacune va désigner une personne, et le lendemain elles vont se réveiller. Et en fait, ce qu'elles ont fait dans le jeu va s'être produit en réalité. Donc bon, embrasser, ou là, en l'occurrence, t'es couché avec quelqu'un, t'es comme ok. Mais la personne qui a tué quelqu'un d'autre, c'est un peu plus gênant. Donc elles sont dans une espèce de réalité parallèle, et elles vont essayer de gérer cette vie-là qu'elles ont, et les conséquences du jeu, et retourner dans leur monde, comprendre ce qui se passe. Et j'aimais l'idée, j'aimais bien le déroulement de l'histoire, mais il y avait un des personnages, celui de Aubrey, qui me frustrait énormément. Et ça a aussi un petit peu
terni le plaisir que j'ai pris à la lecture. Je trouve aussi que l'histoire n'avançait pas assez vite. Et c'est dommage parce que vraiment la fin venait rajouter un petit twist vraiment intéressant, mais ça n'a pas réussi à rattraper le reste. Donc ça reste une lecture assez moyenne. Et les deux autres prénoms, donc c'était Mallory et Ilena. Donc je trouve que c'était des beaux prénoms. Voilà. Le prochain livre, c'en est un, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde en parle en ce moment, en tout cas dans le Booktube et Bookstagram anglophone, c'est The Unselected Journals of Emma M. Lyon. Et c'est comme en fait les journaux intimes d'une jeune femme, Emma M. Lyon. Je trouvais que le prénom était plutôt cool. À quelle époque ça se passe? J'ai envie de dire 19e siècle en Angleterre. Donc Emma qui approche de sa majorité du moment où elle est censée enfin récupérer son héritage et sa maison qui est occupée depuis des années par un cousin beaucoup plus âgé, découvre qu'il a en fait dilapidé toute la fortune et qu'elle est un petit peu dans la merde. Donc le premier livre, il fait juste 3 heures en livre audio et c'est la mise en place de ce que je viens de vous dire. Le temps était assez intéressant, mais est-ce que j'aurais voulu continuer? Je suis pas sûre, sauf que j'ai entendu vraiment que la série allait en s'améliorant et je me dis vu que ça faisait que 3 heures, peut-être que je vais au moins tester le deuxième, voir si je continue ou pas. Le prochain livre, je suis trop contente de l'avoir lu parce que ça faisait plusieurs années qu'il était dans ma pile à lire. Et il s'agit de The Marrow Thieves de Sherry DeMalin. Et lui, il y avait un mélange de prénoms, on va dire un petit peu plus classiques occidentaux comme Francis, Rose, avec des prénoms plus autochtones, puisque là on est dans un univers dystopique où on va suivre un groupe de jeunes, principalement des adolescents autochtones, qui essayent de survivre parce que dans ce futur où la Terre a été pas mal ravagée, en plus de ça, les humains ont perdu la capacité de rêver et donc du coup ça rend les gens fous, déprimés, y a rien qui va. Et il se trouve que, je sais pas comment ils ont découvert qu'en prélevant la moelle de personnes de différentes communautés autochtones, ça permettait de retrouver un petit peu cette capacité de rêver. Et c'est comme devenu un médicament un petit peu, sauf que bien sûr ça tue les gens. Et donc il y a eu un peu un retour des pensionnats, un retour de kidnapping des personnes autochtones pour leur voler leur moelle. Et donc ils essayent de survivre et on découvre au fur et à mesure du livre l'histoire un peu de chacun, qu'est-ce qui les a amenés où ils sont. C'était vraiment très touchant et dévastateur comme livre. Mais ce que j'aime avec Sherry DeMalin, c'est que elle laisse des fins très ouvertes et ses histoires comme pas terminées d'une certaine façon. Et peut-être que ça peut en frustrer quelqu'un, mais je trouve au contraire que c'est assez satisfaisant de... Du coup, t'es pas sûr si ça va bien se terminer, mais il y a de l'espoir. Là, on commence à arriver aux prénoms de plus en plus cool ou qui se démarquent, notamment avec Les Dragons de Sa Majesté de Naomi Novik, dont le premier tome de la série, Téméraire, que j'ai mis là à cause du nom Téméraire, qui est celui du dragon qu'on découvre dans le premier tome. C'était notre lecture commune Patreon pour le mois de mai, et on va en discuter bientôt en live. J'ai très hâte parce que on est beaucoup à être fan de Naomi Novik chez les Cupaz, et celui-là pour moi n'a pas fait exception. Au début j'étais pas tout à fait sûre, je trouvais que l'écriture était un peu sèche, ce qui est souvent l'impression que j'ai avec Naomi Novik, mais une fois que je rentre dans l'histoire, c'est génial. Et il y a eu des moments hyper émouvants aussi là. Donc on est dans un contexte historique alternatif à l'époque des guerres napoléoniennes, et tout est un peu comme dans notre monde, sauf qu'il y a des dragons, et à un moment il y a un capitaine de bateau qui va se retrouver avec un œuf de dragon qui va éclore et donc lié à Téméraire, le dragon qui en sort. Et du coup, il va devoir quitter un peu la marine pour rejoindre l'unité des dragons. Et je sais pas comment ça se fait que cette série soit aussi longue parce qu'il me semble qu'il y a genre 9 tomes, mais j'ai envie de tous les lire. J'ai beaucoup aimé. Je suis aussi trop contente parce que je me suis motivée à reprendre la série Journal d'un assassin, donc Murderbot en anglais. J'avais lu le premier tome, j'avais trouvé que c'était moyen, puis on a regardé la série Apple avec Johan et on a beaucoup aimé. Donc je me suis dit ok, je vais lui redonner une chance, et donc j'ai lu le deuxième tome qui est Schéma artificiel et je me suis régalée en fait. J'ai beaucoup aimé ça. Donc on est dans le futur, il y a des humains qui ont peuplé différentes planètes à travers le cosmos, mais nous en particulier on suit un sec unit, donc c'est comme un... C'est pas un androïde, comment ça s'appelle? Quand c'est un être qui est composé de parties humaines, mais aussi de parties robotiques, majoritairement. Le mot m'échappe.
c'est pas grave. Mais donc le personnage principal, à la base, il était comme sous contrôle du coup, sauf qu'il a réussi à pirater son module gouverneur et à récupérer son autonomie. Et donc on va suivre un peu ses aventures dans chaque tome, et c'est un personnage assez déprimé parfois, mais en même temps très dévoué à protéger les gens, même s'il essaye de se convaincre du contraire. Et je l'ai mis là parce que je trouvais que Assassin ou Murderbot, c'était quand même un nom plutôt cool. Il a pas comme de prénom, mais la combinaison des deux mots ensemble est très parlante. Voilà. J'ai ensuite mis Everyone in this bank is a thief, qui est le tome 4 de la série Tout le monde dans ma famille a déjà tué quelqu'un. Donc il n'est pas encore sorti en français celui-là, mais j'imagine qu'il va l'être. Parce que le nom du personnage principal est Ernest Cunningham, qui est quand même un nom assez particulier, qui fait très détective et tout, du coup. Donc j'aimais bien. Et je pense par contre que je commence à me lasser de cette série. Parce que là, il est dans une banque avec sa future femme, et il se retrouve pris en otage. Et donc on a tous les gens qui sont enfermés dans la banque, qui ont des secrets, et personne n'est innocent dans l'histoire. Et donc on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui lie ou pas ces gens au fur et à mesure du livre. Mais là vraiment il est allé trop loin, l'auteur, dans les explications et qu'est-ce qui se passe et tout en fait. Et j'ai un peu décroché. Donc je sais pas si je vais continuer la série, ou en tout cas je vais peut-être pas continuer à les acheter, peut-être que je vais les emprunter. Parce que j'avais adoré le premier tome, beaucoup aimé le deuxième, mais plus ça va, moins ça va en fait. Le prochain livre, j'avais pas prévu de le lire nécessairement pendant les vacances, mais je savais que c'était une lecture courte, et je me suis dit, pourquoi pas. Et je l'ai mis là parce qu'il y a un prénom que j'aime beaucoup pour les personnages masculins, qui est Caliban. Me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est un prénom très sexy dans les livres un petit peu fantasy. Et il s'agit de Clockwork Boys de T. Kingfisher. Et là, j'ai eu la surprise de voir que c'était dans le même univers que sa série Sword Heart et Paladin's Grace. Deux de ces séries qui ne sont pas encore traduites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire. J'espère vraiment que ça va s'en venir parce que c'est très cool. Et ces deux-là, c'est des romantaisies. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est les seules romantaisies que j'aime en ce moment, quasiment. Celui-là, on est plus sur un côté aventure, peut-être. Ça m'a pas mal fait penser à La Momie, en fait, et vous savez que je suis très très fan de ces films. Il va y avoir un groupe qui va se former, contraint et forcé, avec une faussaire, un assassin et un ancien paladin qui a été possédé par un démon et qui a été condamné à la prison, pour aller faire une mission suicide dans une ville et essayer de comprendre le secret des Clockwork Boys. Et le nom, tu pourrais dire, oh les boys, c'est cute. Non, non, pas du tout. En fait, c'est des espèces de créatures monstrueuses, mécaniques, qui ont été construites et qui sont en train de dévaster le petit bout du royaume, ou en tout cas la ville. Et donc ils partent dans cette mission dont ils sont quasiment sûrs de ne pas revenir, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils sont créés et comment les détruire. J'ai beaucoup aimé, c'est une duologie, je vais pas tarder à m'acheter la suite. Le prochain, vous connaissez cette série maintenant à force que j'en parle, mais ça devrait être bientôt fini parce que j'ai quasiment rattrapé, il me reste que le dernier tome sorti à lire, donc je vais arrêter de vous en parler tous les mois, peut-être. Je parle bien entendu des Dungeon Crawler Carl. Alors oui, le prénom Carl n'est pas hyper original, mais je l'ai mis assez haut dans mon classement parce qu'il y a Princess Donut, donc le personnage du chat. Et c'est quand même un prénom très cool et original et qu'on ne retrouve pas vraiment dans beaucoup de livres. J'ai adoré cette lecture. Je pense que j'ai un tout petit peu préféré le tome d'avant, mais on est toujours sur du 4,5, 4,75 avec Dungeon Crawler Carl. Il se passe beaucoup de choses dans cette série. Je peux rien dire, là j'en suis au tome 7, je peux pas vous raconter qu'est-ce qui se passe, mais c'était très cool. Et il y a beaucoup de développements qui se font à la fois au niveau des personnages, au niveau de l'univers et au niveau du contexte politique. Ça promet pour la suite. C'était aussi le plus gros livre que j'avais à lire. Je l'ai lu en audio bien entendu, et je pense que je l'ai lu en 3 ou 4 jours. Il m'a fait beaucoup marcher celui-là. Et maintenant, le top 3. Alors, j'y ai mis, je pense, ce qui a été ma meilleure lecture des vacances, ou presque. Peut-être un petit peu en dessous de Dungeon Crawler Carl et de Clockwork Boys, mais vraiment, je me suis régalée. C'est The Vanishing Cherry Blossom Bookshop. Le titre est un petit peu lent, mais je suis trop contente d'avoir enfin trouvé aussi un livre d'un auteur ou d'une autrice japonais que j'aime, parce que j'avais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Et là, j'ai
adoré. Je l'ai mis assez haut dans le classement parce que un des personnages s'appelle Sakura, donc qui est comme le mot pour fleur de cerisier ou cerisier, il me semble, que je trouve qui est très beau. Et donc voilà, c'était un choix esthétique, on va dire. Et dans ce roman, on a un peu ce même schéma qu'il y a dans beaucoup de livres japonais très tranches de vie où on va suivre plusieurs personnes. Et ce qui les relie là, c'est que toutes un jour, elles vont se retrouver à visiter une librairie un peu magique qui apparaît et disparaît à la saison où les cerisiers sont en fleurs et avec un cerisier assez particulier qui l'accompagne. Et chaque personne qui va se retrouver dans la librairie va être invitée un petit peu à revivre un certain moment de sa vie. Mais c'était vraiment bien fait. J'ai lu dans le même style Tant que le café est encore chaud et j'ai beaucoup moins aimé. Celui-là par contre, je sais pas, il y a un truc en plus qui a fait que j'ai vraiment accroché. Il est trop beau. En deuxième position, il y a Les Enquêtes d'Hercule Poirot. Je continue le challenge Read Christie, donc où on doit lire un Agatha Christie par mois. Et pour le moment, je suis à jour. Et donc ce mois-ci, enfin le mois de mai, c'était de lire un recueil d'histoires courtes. Et j'ai choisi celui-là. Et c'était vraiment pas mon préféré, honnêtement. Il y a peut-être une ou deux histoires que j'ai plus aimées, mais sinon, j'ai lu d'autres Hercule Poirot que j'ai beaucoup plus appréciés. Mais le nom Hercule Poirot est tellement iconique, enfin genre... Voilà, tout tellement connu, tellement particulier, tellement évocateur. Il mérite sa place, je pense, là. Et maintenant, la première position, ma grande fierté. En fait, quand je vous disais ma meilleure lecture de vacances, c'est lui. Justicière, oui, je l'ai enfin lu. En tout cas, la première partie, mais il faut commencer quelque part. Et au niveau des prénoms, je l'ai mis en première position parce qu'il y a tellement de prénoms cool et ils ont tous été inventés par Sanderson pour ce livre. Et il y en a plusieurs qui ont des significations aussi, comme... étymologique dans les langues de l'univers. Et j'aime tellement Kaladin, Shallan, Dalinar, Adoline. Puis c'est des personnages que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, meilleure lecture, meilleur prénom. On n'est pas surpris que Sanderson se retrouve en tête de classement. Et ça conclut la présentation de tous les livres que j'ai lus pendant mes vacances. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. J'adorerais savoir en commentaire s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lu vous aussi. Si vous avez des conseils de romans d'horreur, mais pas gore, ok, plus vraiment dans l'ambiance, je serais curieuse de continuer à explorer un peu ce sous-genre-là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi le mot prénom en commentaire du coup, ou si vous avez un prénom préféré. C'est peut-être une question bizarre, mais dites-moi ça. Je termine en vous remerciant infiniment d'avoir regardé la vidéo et un merci tout particulier à mes Patreons pour leur soutien du travail que je fais sur cette chaîne. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, que ce soit pour un mois ou pour plusieurs, le lien est en barre d'infos. Ça vous donne accès à notre Discord de discussion, nos lectures communes, une vidéo exclusive par mois. Et au mois de juin, ça va être ma pile à lire de l'été. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous tente. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.